Ce soir au point, une page sombre de notre histoire, les pensionnats autochtones. Pendant des décennies, le gouvernement d'Ottawa et des communautés religieuses ont forcé l'assimilation de milliers de jeunes Amérindiens. On a l'impression presque d'un viol culturel. Oui, d'accord. C'est ça. C'est ce qu'on faisait. Des anciens pensionnaires racontent la vie dans un système autoritaire marqué par la violence et les abus sexuels. Il faut s'y attendre. Tout le monde est humain. Tout le monde peut avoir des faiblesses. Bonsoir et bienvenue au Point. C'est une histoire triste dont vous entendrez davantage parler au cours des prochaines années, parce que des accusations seront bientôt portées en Colombie-Britannique et en Ontario en particulier. Pendant des décennies, des dizaines de milliers d'enfants autochtones ont été soumis à un système d'assimilation forcée mis sur pied par le ministère fédéral des Affaires indiennes. Un enfant amérindien sur 6 a fréquenté jusqu'à la fin des années 60 des pensionnats gérés par des communautés religieuses pour le compte d'Ottawa. Le projet visait à les intégrer de force à nos façons de faire pour qu'ils perdent ce qu'on appelait à l'époque leurs mauvaises habitudes. Dans ces pensionnats, les abus de toutes sortes étaient courants. Le phénomène est tel que la commission Erasmus-Dussault exigeait récemment une enquête publique sur les impacts de ces abus dans les communautés autochtones et sur les responsabilités de ceux qui ont géré le système. Frédéric Zalac et Claude-Jean Harel ont retracé l'histoire de ces pensionnats avec ceux qui ont connu cette époque sombre de notre histoire récente. On a parachuté l'Église européenne et puis on prenait pour acquis qu'il n'y a rien d'autre. Alors on a ignoré totalement leur culture. The whole point of the school is to assimilate the child, as one official said, to kill the Indian in the child. I don't think I'll ever forget the abuse that I went through. And I always wonder, why did I deserve that? Just why. Dans le petit village de Lebret, en Saskatchewan, se trouve une vieille école, un des rares symboles encore debout d'une époque qui a profondément marqué des générations d'Autochtones au Canada. Le pensionnat catholique de Lebret a été pendant près d'un siècle le foyer de centaines de jeunes Autochtones, un foyer où ils devaient apprendre à lire et à compter, mais aussi à effacer leur propre identité. Les missionnaires Oblats étaient les maîtres des lieux. Ils ont fait construire, grâce aux fonds du gouvernement fédéral, le premier pensionnat de Lebret en 1884. Le père Jean-Paul Isabelle a enseigné à Lebret. Le but, moi, je pense que oui, c'était de les christianiser, sans doute. Aussi, de leur donner des outils, de l'éducation pour qu'ils puissent avoir de l'emploi comme n'importe qui d'autre, comme les non-aborigènes, et puis survivre dans la nouvelle société. Les Buffalo, ils n'existaient plus, ils avaient été exterminés. À la fin du 19e siècle, les Églises voulaient étendre leur influence et évangéliser les Premières Nations. Le gouvernement fédéral, de son côté, devait assurer l'éducation des Indiens en vertu des nouveaux traités signés. Les fonctionnaires fédéraux étaient convaincus à l'époque que l'instruction en internat amènerait plus que toute autre méthode la solution de ce qu'on appelait le problème indien. Les églises catholiques, anglicanes, méthodistes et presbytériennes se sont alors lancées dans une course effrénée pour mettre sur pied un réseau de pensionnats. Un réseau qu'elles ont édifié et contrôlé conjointement avec le gouvernement jusqu'en 1969. En l'espace de quelques décennies, 80 établissements sont apparus d'un bout à l'autre du pays, dont 5 au Québec. C'est pour les aider à mieux s'adapter à leur nouvelle vie que les missionnaires Oblats fondèrent, avec la collaboration du gouvernement canadien, le pensionnat indien d'Amos. Près de 100 000 jeunes autochtones ont passé leur enfance dans l'un ou l'autre de ces pensionnats, qu'on appelle aussi les écoles résidentielles. Ottawa y voyait là un moyen efficace d'empêcher ces jeunes d'être en contact avec leurs parents et avec leur culture. Dans l'ensemble,
les jeunes Indiens ne fréquentaient jamais autre chose que l'école buissonnière. On retirait de leur famille des enfants qui avaient à peine 6 ans pour les envoyer au pensionnat. Là-bas, c'était un univers étranger, celui des Blancs. Jim Miller est historien à l'Université de la Saskatchewan. C'est extrêmement traumatisant pour les enfants. C'est dur aussi pour les parents et les communautés qui s'ennuient de leurs enfants. Lorsque les parents veulent rendre visite à leurs enfants dans cette école éloignée, le gouvernement a souvent recours à la police ou à des agents amérindiens pour les empêcher de les voir. Ils veulent rompre les liens entre les enfants et la communauté. Jim Miller a consacré ses 13 dernières années à fouiller et à étudier l'histoire des pensionnats autochtones au Canada. Il vient de publier un ouvrage de référence sur la question, Shingwauk's Vision. Ils espèrent assimiler complètement l'enfant et toute la société. Par les assimiler complètement, je veux dire leur enlever leur culture, leurs traditions vestimentaires, leurs mœurs et leur façon de gagner leur vie, pour qu'ils vivent comme des Euro-Canadiens et non comme des Autochtones. Ça signifie aussi perdre leur identité sur le plan psychologique et émotif, pour qu'ils ne se perçoivent plus comme un peuple différent des Euro-Canadiens. C'était certainement la philosophie du gouvernement de vouloir assimiler les gens. Nous autres, on disait à Lebret qu'on voulait les intégrer. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Peut-être pas. On voulait certainement les habiliter pour qu'ils puissent devenir comme des Blancs, dans le sens d'être capables d'avoir des emplois puis de faire leur vie. Pour devenir comme des Blancs, il fallait d'abord ressembler à des Blancs. Voici le résultat avant et après le passage de ce jeune autochtone au pensionnat de Regina. Les missionnaires aimaient bien présenter ces exemples frappants de sauvages, comme on les appelait, qui étaient devenus civilisés. Sur cette autre image, on voit bien le contraste entre un père de famille à côté de ses enfants qui, eux, ont fréquenté le pensionnat de Lebret. C'est une transformation complète. C'est ça. On a l'impression presque d'un viol culturel à ce moment-là. Oui, d'accord. C'est ça. C'est ce qu'on faisait. Dans plusieurs pensionnats, on pouvait retrouver ce tableau affiché. Il s'agit de l'échelle du père oblat Albert Lacombe, sur laquelle étaient tracés 2 chemins parallèles. Sur le côté gauche, c'était la voie du bien, celle qui menait au paradis. Du côté droit se trouvait la voie du mal, celle qui menait en enfer. C'est sur la voie du mal qu'on avait représenté les Indiens et leurs pratiques païennes. Dans les pensionnats, les pratiques religieuses traditionnelles des Autochtones étaient interdites. Même l'usage de leur propre langue était proscrit par le ministère des Affaires indiennes. Comme les enfants parlent généralement 3 dialectes indiens différents et qu'ils connaissent fort peu le français ou l'anglais, on utilise, pour accélérer leur apprentissage du français, la méthode dynamique. Dans certains pensionnats du Québec, les Autochtones n'avaient pas le droit de parler une autre langue que le français. Ailleurs au pays, c'est l'anglais qui était obligatoire, une politique d'assimilation du ministère qui ne faisait pas nécessairement le bonheur des religieux. C'est pas notre choix de leur apprendre l'anglais. On était tous des missionnaires francophones. Mais la réalité de l'Ouest canadien, c'était qu'ils seraient obligés de parler en anglais, donc on leur a montré l'anglais. Comme il s'agit avant tout de préparer les petits Indiens à la vie, l'éducation prend nécessairement des allures pratiques. En plus des classes, les élèves se consacraient à l'apprentissage d'un métier en effectuant des travaux pratiques, comme la menuiserie ou la couture. Dans plusieurs établissements, les enfants devaient aussi effectuer des travaux ménagers et d'entretien, souvent au détriment de leurs études. En principe, ce travail avait pour but de leur apprendre un métier utile, mais souvent ça ne profitait qu'à l'école et les enfants apprenaient bien peu de choses. Cette main-d'œuvre gratuite, les dirigeants des pensionnats en avaient bien besoin puisqu'ils souffraient d'un sous-financement chronique. Les écoles étaient mal construites et mal entretenues. Et puisqu'Ottawa accordait son financement en fonction du nombre d'élèves, les directeurs avaient tendance à accepter le plus d'élèves possible pour boucler leur budget. Des conditions difficiles pour les jeunes, mais aussi pour les religieux. À Lebret, ils avaient 300 élèves. L'octroi du gouvernement était à 42 000 $ pour l'année.
Avec ces 42 000 piastres par année, il fallait qu'ils soignent les élèves, les habiller, payer le salaire des professeurs. Alors, on travaillait à peu près pour rien. Il y a bien des Autochtones qui conservent quand même de bons souvenirs de leur passage dans les pensionnats. Mais pour de nombreux autres, c'était un cauchemar. Des centaines d'enfants s'entassaient dans des dortoirs pleins à craquer, dans des conditions d'hygiène souvent catastrophiques et propices à la propagation de la tuberculose. Dans certaines écoles de l'Ouest, plus du quart des enfants en sont morts. Les conditions difficiles et la discipline très stricte qui prévalait ont poussé au fil des ans des centaines d'enfants à tenter de s'enfuir de plusieurs établissements. Vern Bellegarde a passé son enfance dans le pensionnat de Lebret. People who ran away from the school were actually whipped in front of the boys. And I can remember that very vividly. And after seeing one of these whippings, I did not ever want to run away from school. Cet ancien administrateur de l'école de Lebret, le père Raymond Dion, est convaincu encore aujourd'hui que la discipline de l'époque était justifiée envers les jeunes autochtones. Parce que dans leur famille, la discipline faisait un peu défaut. Les parents n'étaient pas très exigeants, on disait ça même. Ce sont les enfants qui mènent leur famille. Alors, ce n'est pas les parents qui les éduquaient, c'est les enfants qui demandaient aux parents de faire leur volonté. Alors, est-ce que ça ne devait pas être corrigé, cette affaire-là? L'utilisation de lanières de cuir était courante dans toutes les écoles à cette époque-là, mais dans plusieurs pensionnats, les actes de violence commis envers les enfants ont été particulièrement graves, comme le cas d'un superviseur d'école Saint-Philip en Saskatchewan. Il enlevait les ceintures des garçons et il frappait l'élève indiscipliné avec les boucles de métal. Ça laissait souvent des cicatrices qui s'infectaient. Cette même brute s'amusait à un autre jeu sadique. À l'époque, il y avait des briquets Zippo qu'on pouvait allumer en maintenant l'éteignoir de métal partiellement fermé. Il faisait chauffer le dessus de son briquet et il l'appliquait ensuite sur les jambes, le dos, les bras de l'enfant, le brûlant délibérément. Beaucoup d'enfants m'ont parlé de ce monstre. Au-delà de la négligence et des abus physiques, une forme d'abus encore plus grave s'est produite dans certains pensionnats autochtones. À l'école d'Onion Lake, en Saskatchewan, Alma a vécu une véritable descente aux enfers. Elle se rappelle encore aujourd'hui le jour de son départ pour le pensionnat. C'était en 1948, elle avait 6 ans. Je me souviens d'être allée voir ma mère et de la voir supplier en pleurant, de dire à mon père que je ne voulais pas y aller. Le prêtre m'a alors saisi comme ceci. Je donnais des coups de pied et je me débattais. Ce qui allait lui arriver, Alma ne l'a jamais oublié. Elle dit que lorsqu'elle était en 3e année, un père l'a attirée avec des bonbons et il l'a agressée sexuellement de nombreuses fois pendant plusieurs années. Ça me rendait horriblement malade. J'avais envie de crier et de vomir. Il me disait que si j'en parlais, personne ne me croirait et que je serais punie. Puis il me montrait la lanière de cuir. J'avais peur de parler, surtout après être allée voir une religieuse à qui je m'étais confiée et qui m'avait giflé sur la bouche. Elle m'avait dit « On ne parle pas comme ça du Père John ». Elle avait ajouté « Tu sais ce qui arrive aux petites filles qui médisent comme ça sur un saint homme de Dieu ?» Cet homme de Dieu était en position d'autorité à l'école d'Onion Lake. Father John, le père Jean Lessard, aujourd'hui décédé, était le directeur du pensionnat. Il a abusé de moi pendant 4 ans. À la fin de chaque année, quand je retournais chez moi, il me donnait une couverture en cadeau. Les 2 dernières années, je les ai laissées sur la route. Je ne les ai pas apportés chez moi car je savais qu'il se servait de moi.
I don't think I'll ever forget the abuse that I went through. Je ne crois pas pouvoir oublier les sévices qu'on m'a infligés et je me demande encore pourquoi on m'a fait subir ça. Ce genre d'agression, telle que décrite par Alma, n'était pas répandue dans tous les pensionnats, mais c'est loin d'être un cas isolé. Au cours de la dernière décennie, de nombreux Autochtones ont affirmé avoir subi le même sort. The Journal with Barbara Flum. What form of abuse were you talking about in your own case? En 1990, à la surprise générale, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Manitoba, Phil Fontaine, déclarait publiquement qu'il avait été lui-même agressé sexuellement dans le pensionnat catholique de Fort Alexander. Are you saying every one of 20 was sexually abused? They've experienced some aspect of sexual abuse. Bien que le chef Fontaine n'ait jamais porté d'accusation contre qui que ce soit, cette sortie publique a incité de nombreux autres Autochtones à sortir de l'ombre. Le père Jean-Paul Isabelle a été estomaqué en entendant ces témoignages. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait de l'abus sexuel chez les adultes, chez les enfants, j'ai été complètement renversé. Je savais que ça se passait dans la société. Et quand j'ai appris qu'il y en avait des Oblats qui ont abusé des enfants, moi, je n'en croyais pas mes oreilles. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ces choses-là? Avez-vous été surpris? Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Tout le monde est humain, puis tout le monde peut avoir des faiblesses. Et étant donné le milieu, il y avait beaucoup d'occasions, mais il s'agissait de les ignorer. En Colombie-Britannique, de sérieuses accusations ont ébranlé l'Église catholique. L'évêque Hubert O'Connor a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement des adolescentes du pensionnat autochtone de Williams Lake qu'il dirigeait il y a une trentaine d'années. En septembre dernier, la Cour suprême de la Colombie-Britannique l'a condamné à 2 ans et demi de prison à la suite de 2 procès controversés. L'évêque O'Connor veut maintenant en appeler de ce jugement. Toujours en Colombie-Britannique, un groupe spécial de la GRC fait enquête depuis plus de 2 ans sur de nouvelles allégations d'abus physiques et sexuels. L'enquêteur Jerry Peters de Vancouver a recueilli plus de 80 témoignages de présumées victimes. We have approximately, at this point, 117 suspects named. Very few of them we're sure of an identity. And so because of the time that's passed, it's difficult for the victim. Memories it's hard to get specific detail. Avant les années 80, les cas d'agression sexuelle n'étaient presque jamais rapportés. Pourtant, les autorités fédérales et religieuses qui étaient responsables du bien-être de ces enfants étaient au courant de ce qui se passait et elles n'ont rien fait. L'historien Jim Miller. Des agents du ministère des Affaires indiennes ont demandé à leurs supérieurs qu'on intente des poursuites contre les auteurs d'abus sexuels. Mais l'Église s'est interposée et dans certains cas, le ministère a empêché que des accusations soient portées. Certaines églises étaient donc au courant du problème. Le père Lionel Dumont a lui aussi travaillé dans 2 pensionnats de la Saskatchewan. Il croit que l'Église était prise au dépourvu devant les problèmes de pédophilie. Je pense qu'on le camouflait parce que la première jour, on ne savait pas quoi faire. Moi, je suis convaincu, moi, que c'est parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Il y a 20, 25 ans, là, 30 ans, quand c'est arrivé, la plupart du temps, ce qu'ils faisaient, bien, ils changeaient de place. J'avoue qu'ils ne changeaient pas le mal dans personne, mais ils changeaient de place, pensant peut-être que ça serait OK. Cette personne-là recommençait. Bien, probablement. Une série d'accusations seront déposées aussi sous peu en Ontario à la suite d'une enquête policière qui aura duré 3 ans. Plusieurs anciens élèves du pensionnat de Fort Albany, près de la baie James, affirment avoir été victimes d'agressions sexuelles et de violences physiques. Certains témoignages presque incroyables rapportent que les sœurs utilisaient une sorte de chaise électrique pour punir les élèves. On nous peint tous avec le même pinceau, qu'on est tous des abuseurs. Moi, j'ai jamais abusé, puis je sais qu'il y a bien de mes confrères qui n'ont jamais fait ça, mais on est tous peints comme si on était des abuseurs.
Ça fait mal. Moi, il y a une dame qui me dit, moi, je ne me fierais pas un prêtre dans la sacristie avec mon fils. C'est épouvantable de se faire dire ça, mais ça montre quand même comment les gens étaient bouleversés avec ça. Il y a beaucoup d'exagération. C'est arrivé à certaines places, mais ne faites pas de règle générale avec ça. J'ai été 22 ans à l'école. Je peux me vanter, je n'ai jamais frappé un enfant. Je n'ai jamais touché un enfant. I'm a survivor of a residential school. I've been in a residential school for 13 years. À Saskatoon, ce petit groupe est réuni pour préparer une conférence qui sera consacrée aux pensionnats autochtones plus tard cette année. Les Autochtones parlent même d'un syndrome des pensionnats. Ils leur attribuent une bonne part des maux qui affligent leur communauté aujourd'hui, comme le suicide, l'alcoolisme ou la violence familiale. We are such a dysfunctional family. Like, there's so many things that, you know, I'm not able to disclose because it's such a personal journey. When I tried to speak my language, Soto, it was called the dirty language. In my mind, and I truly believe that my parents were robbed of being parents. And I was robbed of my childhood. And I'm not ready to forgive. Ces Autochtones veulent amorcer un processus de guérison pour refermer les vieilles plaies des pensionnats. Les Églises aussi ont fait leur examen de conscience. To apologize for these actions. En 1991, les Oblats ont présenté des excuses officielles. Les religieux ont fait un mea culpa sans détour. Mais pour bien des missionnaires, comme le père Dion, ces excuses allaient un peu trop loin. J'avais fait mon possible. Il me semble que le travail que j'avais fait n'était pas la cause de leur malheur. Alors, ça m'a laissé. Si c'était à refaire, j'essaierais de faire mon mieux. Je ne changerais pas 100% ma manière de faire. J'avoue que c'est humiliant pour nous autres, mais écoutons, on a fait c'est une faute qu'on a faite, donc comment est-ce qu'on peut réparer? Les Églises et les Autochtones voudraient maintenant que le gouvernement pose le même geste, mais Ottawa n'a pas encore emboîté le pas. Jamais le ministère des Affaires indiennes n'a voulu s'avancer plus loin que cette déclaration prudente d'un haut fonctionnaire à Vancouver en 1991. On behalf of the public servants in the department, I hereby express to you our deep and sincere regret for the negative impacts that have been identified and the pain they have caused to many people. Ils ont dit qu'ils regrettaient les erreurs de l'école. Ils n'en ont pas accepté la responsabilité. Ils n'ont pas parlé des causes et ils n'ont pas proposé de solution. Je dirais que ce sont des avocasseries. Ces prétendus regrets du gouvernement fédéral ne constituent pas des excuses et ne permettront pas aux Autochtones d'amorcer un dialogue de guérison avec eux. Le gouvernement fédéral était bien content de voir que tout le blâme était sur les églises. Donc, pas fou. Ça coûte pas cher quand ce sont les églises qui payent. Alors, c'est évident. Alors, au point de vue compensation, ils ne veulent pas en payer. Some of you can't do any worse than your parents did. Pour des abus qui ont eu lieu avant le début des années 60, règle générale, le gouvernement rejette la responsabilité sur les églises. Glenn Bloodworth est conseiller au ministère des Affaires indiennes. These schools were operated by institutions, clearly. We were merely paying a per diem rate for the seats that status Indians occupied in these schools. Students in these schools included non-status Indians and other individuals. They were not operated by us. The employees were not engaged by us at all. C'est eux qui étaient effectivement responsables pour les écoles. Nous, on était les employés du gouvernement. C'était très clair quand j'étais là, moi. Très, très clair. Toutes les politiques, c'était ça. Eux décidaient qui viendraient à l'école. Eux décidaient qui laisserait à l'école. Eux décidaient quel serait le salaire de tous les différents postes qu'il y avait dans l'école. C'était le gouvernement fédéral qui décidait tout ça.
Le Canada traite ses Autochtones. En novembre dernier, la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones a recommandé que le gouvernement mette sur pied une enquête publique pour déterminer la part de responsabilité de l'État et des Églises. Mais jusqu'à maintenant, les gouvernements libéraux ou conservateurs ont toujours refusé qu'une telle enquête ait lieu. Au cours des 25 dernières années, la plupart des pensionnats ont fermé leurs portes. Plusieurs ont été démolis pour éloigner les fantômes du passé. L'école de Lebret est une des rares survivantes qui vibre encore aujourd'hui au son des écoliers. Mais à la différence que ce sont maintenant les Autochtones qui en assument les destinées. Par leurs attaques contre la langue, les croyances et la spiritualité des Autochtones, les pensionnats ont peut-être dévasté les communautés. Plus que les églises et l'État, c'est aussi l'ensemble de la société canadienne qui a fermé les yeux et qui devra un jour assumer ce lourd héritage.